du coup. Donc, let's go for it. Donc, pour commencer, on sait, si on veut coder, il faut inclure deux librairies, la principale. Donc, on a la librairie standard, qui est stdlib.h. Il y aura toutes les opérations standards qu'on retrouverait dans les autres langages de programmation qui viendront de cette librairie-là. Ensuite, si on veut effectuer des entrées et des sorties à la console pour débugger ou bien pour notre programme en général, ça serait cool d'importer stdio.h. Donc stdio pour Standard Input Output. Il est important à savoir que le langage C, tout ce qu'on code en C s'exécute dans un main, comme C++, un peu comme Java. Donc ce qu'on va coder en haut devra éventuellement se faire appeler dans le main. Parfait. Donc le C, comme vous le voyez déjà, c'est un langage de programmation qui est typé. Donc on n'a pas la détection des types automatiques comme en Python ou en JavaScript. Donc il faudrait nous-mêmes déclarer les types de nos variables et les types de retour de nos fonctions. Donc je peux vous montrer un exemple de fonction en C. Si on veut effectuer une addition par exemple, il faut d'abord déclarer le type de retour qui est un entier. Moi je voudrais que ce soit une addition entière, donc je m'en fous là des nombres à virgule. Additionner. Ma fonction additionnée va prendre deux paramètres. D'abord un premier nombre entier, on va l'appeler x, et un deuxième, int y. Parfait. Donc on a déjà la structure de la fonction. Ici on a le type de retour. Qu'est-ce que va nous redonner la fonction? On a le nom de la fonction. Et on énumère ici les paramètres. On peut en avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Ensuite on va ouvrir les curly brackets pour déclarer le corps de la fonction. Ok. Donc tout ce qu'on veut effectuer ici, c'est x plus y. Donc on return le résultat de l'addition x plus y. Quand viendra le temps d'appeler la fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut l'appeler dans le main. Genre ça sert à rien de venir appeler la fonction additionnée ici. Ça va pas marcher. Donc pour avoir un feedback et voir si notre fonction qu'on a écrite elle marche, il faudrait l'appeler dans le main. Ensuite, vu que le type de retour de notre fonction c'est un entier, si on voudrait éventuellement manipuler ce que notre fonction nous retourne, ça serait important de la stocker quelque part. On va déclarer une variable ici. On va l'appeler x. Non, on va trouver un meilleur nom. On a résultat. On a résultat ici. On peut déclarer une variable sans nécessairement l'initialiser là. On aura un warning à la compilation, mais c'est pas grave pour l'instant. Donc on a un entier résultat. On va prendre résultat et on va l'initialiser avec le résultat de notre fonction additionnée. Donc si je voudrais additionner 5 plus 7, je prends la fonction additionnée, je l'appelle, je passe mes paramètres et je la mets dans ma variable pour la stocker. Ensuite, on a parlé du printf tout à l'heure. Si on veut afficher quelque chose à la console, il suffit d'appeler la fonction printf, mettre une string, on peut dire le résultat est, et finalement utiliser un placeholder. Le placeholder, ça va nous permettre de faire de l'interpolation dans notre string. So, l'interpolation, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est aller prendre des variables puis les stringify, genre. So, si on veut introduire un entier dans notre string, on va utiliser le placeholder %d. Donc les placeholders commencent tous par pourcentage. On a pourcentage d pour les entiers, pourcentage c pour les caractères, puis pourcentage s, je pense. Non, je suis pas trop sûr. Non, pourcentage p pour les pointeurs. On va revenir à la notion de pointeur dans quelques minutes. Donc dans notre cas ici, là, on voudrait afficher un entier à l'écran. Donc on va utiliser le placeholder %d, qui est celui associé aux entiers. On va ensuite, comme deuxième argument de printf, placer notre variable qu'on aimerait interpoler dans la string. Donc ça va nous donner au final le résultat et résultat du calcul, qui ici serait 12 normalement. On va compiler notre programme, l'exécuter, et comme vous pouvez le voir, ça m'affiche à l'écran le résultat est 12. Donc on a ici une interpolation de string en C. Comme vous pouvez voir, la syntaxe n'est pas très heavy là, comparé à d'autres langages comme le Java, mais c'est pas la plus simple non plus là. Ok. J'aimerais tout de suite passer à la notion de pointeur.
Donc on sait, on a une manipulation manuelle de la mémoire qui peut se faire comme désiré. Bon, il y a plusieurs façons de déclarer de la mémoire. On sait, genre, plutôt d'allouer de la mémoire dynamiquement. Moi, je préfère utiliser toujours malloc, qui est une fonction d'allocation de mémoire. Très facile à utiliser. On va la voir dans une seconde. Mais avant ça, j'aimerais ça vous parler de plus généralement de la notion de pointeur. Pour comprendre les pointeurs, ça serait important de comprendre un peu la mémoire. Elle est répartie un peu comment dans un programme ou dans un ordinateur. Donc, moi, j'aime bien imaginer la mémoire comme étant... Ben, en fait, c'est un peu comme ça que ça l'est, là. La mémoire, ça serait un quadrillage. Comme on peut le voir ici, on va se faire un petit quadrillage. Et les données sont stockées dans une jusqu'à plusieurs cases mémoire selon le type de données. Par exemple, un entier, un int, c'est égal à 4 bytes en architecture x86, je pense. Donc 4 bytes. Si on considère que chaque case mémoire c'est un byte, ça prendrait une, deux, trois, quatre cases mémoire pour écrire un int. Un int. Donc un int, on prendrait 4 cases mémoire pour l'écrire en mémoire. En tout cas, donc, ce qui est important de savoir, c'est que une mémoire, ça fonctionne un peu comme un neighborhood, là, littéralement un quartier, genre. Puis chaque case mémoire, elle a une adresse. Donc, on pourrait avoir l'adresse 0, l'adresse 1, l'adresse 2, l'adresse 3. Et on pourrait considérer chaque case mémoire comme étant une maison. Là, dans ce cas-ci, là, notre int, il va occuper 4 maisons, là, il est gourmand. Un char, par exemple, un caractère, ça occupe juste un byte. Donc, on peut écrire un char ici, sur un byte. Il aurait l'adresse 4, par exemple. Et pour comprendre un pointeur, en fait, il faut comprendre la notion d'adresse. Donc, en mémoire, on a des cases. On peut les voir comme des maisons qui vont contenir quelqu'un qui habite dans la maison. Et généralement, ce quelqu'un, ça va être le type de la donnée qu'on va lui assigner. Donc, si j'efface un peu tout ça, là. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut écrire un int, ça va nous prendre 4 cases mémoire. Donc, notre int va être écrit ici. Et pour savoir notre int, il est situé où en mémoire, mais il faut aller regarder la première case mémoire où il a été écrit. Donc si notre adresse c'était 0x17 par exemple, parce que les adresses mémoire s'écrivent en notation hexadécimale. Ici, mal. Donc c'est important à retenir parce que quand vous voudrez imprimer à l'écran des adresses mémoire, vous ne soyez pas surpris que vous voyez vraiment des chiffres un peu loufoques. Donc ça c'est des adresses hexadécimales. Par exemple, si on voudrait comme réserver des cases mémoire pour écrire le chiffre 5, oh, pardon, on va effacer ça ici. Si on voudrait écrire le chiffre 5, ben notre chiffre 5 il va occuper tout cet espace-là, ici. Et l'adresse du chiffre 5 va être la première case mémoire où on va commencer à écrire. Donc notre 5 il est quand même gros là. Il prend tout ça d'espace, là, plus ça. Mais son adresse, ça va être la première case mémoire où on a commencé à écrire le chiffre 5. Ok. Donc c'est quoi le lien entre la mémoire physique puis les pointeurs? Mais les pointeurs, en programmation, on a des types de données, bien sûr. On a les entiers, on a les chars. Donc un entier, ça peut contenir genre des entiers là. Un, 2, 3, 4, comme vous voulez. On a les doubles qui contiennent des nombres réels. 1,2 par exemple. 1,3 par exemple. On a les caractères qui contiennent bien sûr un caractère char. Ok. Puis finalement, on a les pointeurs. Un pointeur va contenir une adresse mémoire, comme on l'avait souligné ici. Un pointeur, il contient une adresse mémoire. Donc, un pointeur, ça a un type aussi. Donc, si on prend un pointeur d'entier, c'est qu'il va pointer vers une adresse mémoire où un entier est enregistré.
Donc si on aurait notre pointeur A, on va l'appeler, l'assigner. Dans int A est égal à 0x17 pour faire référence à ça ici. Ça veut dire que notre pointeur pointe vers l'adresse où est stocké 5. Donc à l'adresse 0x17 de la maison. Donc il y a deux opérations fondamentales qui sont cool avec les pointeurs. Donc un pointeur déjà, comme je l'ai dit, je le répète, ça sert à contenir l'adresse d'une variable ou d'une donnée en particulier. Mais on peut aussi accéder à la donnée à partir de l'adresse, justement. Donc on peut faire une opération qui s'appelle un déréférencement ou une déréférence. Il suffira d'écrire astérix, mettre entre parenthèses le pointeur, l'imprimer ou faire ce qu'on veut avec. Et ça nous retournerait en théorie le chiffre 5. Donc en gros, qu'est-ce qu'on ferait? La déréférence, c'est comme aller à la maison 0x17 à l'adresse, cogner à la porte, rentrer puis dire, ok, il y a qui à cette adresse ici? Il y a qui dans cette maison? Eh bien, la déréférence va nous sortir, oh, il y a 5. Et c'est un peu comme ça que ça va fonctionner avec les pointeurs. Donc on va revenir dans un instant sur le code. Donc on est back sur le code. Donc pour déclarer un pointeur, on utilise toujours la notation avec un astérix. Donc si je voudrais déclarer un pointeur qui va pointer vers un entier en mémoire, il faut d'abord que j'utilise le terme int parce que je voudrais aller pointer vers un entier. Ensuite je mets l'astérix pour dire que c'est un pointeur qui pointe vers un entier. Je mets le nom de ma variable, pointeur. On peut l'appeler A, on peut l'appeler PTR, comme ça c'est plus clair. Et là, je peux aller lui faire un malloc size of int. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire de l'allocation dynamique de mémoire. De l'allocation dynamique de mémoire, gros résumé, c'est quoi? C'est qu'en cours d'exécution du programme, on va allouer de la mémoire à un moment donné où le compilateur, excusez-moi, au moment d'exécuter cette ligne de code, on va allouer la mémoire. Mais par contre, à la compilation, la mémoire n'est pas encore allouée. Ça va se faire en cours d'exécution du programme. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'allocation dynamique. C'est parce que au début, elle n'est pas encore allouée, mais quand on l'exécute, éventuellement, la mémoire va se faire réserver. Une allocation de mémoire, c'est comme je l'ai dit, c'est une réservation de mémoire. Ça allait dire à l'ordinateur, check, j'ai envie d'aller réserver assez de mémoire pour contenir la taille d'un entier int. Donc l'argument que prendrait malloc, c'est la taille de réservation de mémoire. Par exemple, si je voulais aller réserver assez de mémoire pour contenir deux entiers, il aurait fallu que je fasse 2 fois size of int. Et là, mon pointeur pour aller pointer vers assez d'espace mémoire pour contenir deux entiers. Mais pour l'instant, on va garder ça à un entier. Ok. Donc si on veut initialiser notre pointeur, parce qu'en ce moment, ce qu'on a fait, c'est pas une initialisation. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dire, yo, tu vas aller pointer vers une case mémoire qui est assez grande pour contenir un entier. On lui a attribué une adresse. Par contre, à cette adresse-là, il n'y a personne qui y vit. Donc si on reprend notre métaphore des maisons, on a une maison, on a l'adresse de la maison, mais il n'y a personne qui habite à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que quelqu'un puisse emménager à la maison? On va d'abord utiliser la déréférence. La déréférence pour aller toquer à la porte de la maison puis ouvrir la porte. Ensuite, on va assigner un nouveau locataire, un nouveau propriétaire à la maison. Et tada, on s'attend à recevoir un entier. Parce que c'est un pointeur d'entier. Donc, on va aller à l'intérieur de la maison en faisant la déréférence, puis on va lui mettre un entier. On sauvegarde tout ça. Donc si on veut afficher à l'écran, qu'est-ce qui se passe après? Printf, ceci est une adresse. Si on fait, by the way, si on veut imprimer une adresse à l'écran, il faut utiliser l'interpolation, le placeholder pourcentage %P pour pointer. Genre. On passe ensuite le pointeur. Donc on s'attendrait à imprimer l'adresse mémoire où est contenu 8. Donc si on exécute tout ça, on compile, on exécute. Comme on peut le voir à l'écran, là, ce qu'on vient d'imprimer, ben, c'est une adresse mémoire. 0x13260, nanana, c'est un nombre hexadécimal
qui représente l'adresse mémoire du pointeur. Donc on sait que bel et bien maintenant, en ayant fait un malloc, on est allé attribuer au pointeur son adresse mémoire. Si par contre, moi j'ai envie de savoir, à un moment donné dans le programme, tu sais, je m'en rappelle plus, j'ai envie de savoir c'est qui habite à l'adresse mémoire 0x13, je sais pas quoi. On viendrait faire cette fois-ci la déréférence encore une fois. La déréférence, en fait, ça nous permet d'accéder, comme j'ai dit tout à l'heure, au propriétaire de la case mémoire, genre qui y réside. Donc cette fois-ci, on ne ferait pas ceci est une adresse, on ferait ceci est le contenu de l'adresse. Et on imprimerait cette fois pas un pointer, mais un entier. Donc pourcentage D pour les entiers. Ouais, on va garder ça comme ça. On fait là des références. On compile. On exécute. Et comme on peut le voir à l'écran, on me dit cette fois-ci que ceci est le contenu de l'adresse. Ça contient 8. Exactement comme on l'a c'était ici. J'ai envie d'attirer votre attention sur un cas particulier que vous allez souvent voir. C'est au moment de déclarer des strings en C. Quand on déclare des strings en C, on a deux façons de le faire. Soit on utilise un tableau vers des caractères. Donc, on viendrait ici mettre une string. C'est un tableau vers des caractères. Puis ici on a la taille 22 là. Ça fonctionne tout aussi bien que si on aurait fait un char pointer qui va basically aller pointer vers des caractères. C'est un pointeur de caractères qui pointe vers une chaîne de caractères. Donc les deux notations sont interchangeables. Du fait que, selon moi, je pense que quand on déclare un tableau en C, le compilateur derrière, il le traduit exactement comme un pointeur. Donc un tableau en C, ça revient à genre initialiser un pointeur aussi. Sur les pointeurs, j'aimerais vous expliquer en gros c'est quoi l'utilité d'un pointeur concrètement. Donc si on aurait une fonction switch qui prendrait en paramètre un entier x, et tout ce qu'elle ferait c'est que elle réinitialiserait x à 0 par exemple. Si on déclare une variable s, on l'initialise à 9 et qu'on call switch dessus. Ah ouais, switch c'est un keyword en passant. Donc on va dire changer. Changer. On peut pas utiliser le keyword switch. On va l'appeler changer. Et qu'on passe S, on devrait en théorie, en imprimant S à l'écran, on devrait en théorie avoir S égale à 0. En exécutant, on peut voir que la valeur de S est toujours de 9, celle qu'on avait déclarée au départ. Ça vient du fait qu'en C, tout est pris par copie par défaut. Donc en gros, une fonction qui prendrait en paramètre un certain argument, elle prendrait une copie de cet argument. Donc toutes les manipulations qu'elle va effectuer sur ce paramètre-là, elle va le faire sur une copie du paramètre et non la vraie version. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chercher S, on l'a copié, on a fait notre manipulation qu'on voulait, puis ensuite on est revenu à notre état initial. Si on essaie d'imprimer à un moment donné S, je vais dire le paramètre tout de suite après le switch, on va rajouter un saut de ligne ici. On recompile le tout. On peut bel et bien voir que x était rendu à 0 comme on le voulait, mais ça a duré seulement le temps de vie de la fonction. Donc dès que la fonction s'est terminée, ça s'est fait détruire parce que c'était une copie. On n'est pas allé chercher la vraie version de s égale à 9 pour venir la changer. Donc comme on peut voir, on a manipulé une copie. La solution à ça en C, ça serait plutôt d'aller manipuler directement la référence mémoire. Donc si on dit à notre programme qu'on voudrait aller utiliser une adresse mémoire, comme on s'en rappelle, un pointeur contient une adresse mémoire. Donc pour aller chercher l'adresse mémoire d'une variable en C, tout ce qu'on a à faire,
c'est utiliser l'opérateur d'éperluette. Donc notre variable S, si on lui passe une éperluette juste avant, ça va venir nous chercher l'adresse mémoire. Donc puisqu'on a l'adresse mémoire, on peut aller toquer à la porte de l'adresse mémoire pour savoir il y a qui, right? On fait la déréférence. On déréférence l'adresse, ce qui nous donne l'accès à l'entier à l'intérieur de la case mémoire, et on le réassigne à 0. Donc si on regarde, j'ai enlevé le print ici. Si on regarde le résultat de ça, sans surprise, qu'est-ce que ça nous fait? S est rendu égal à 0. Parce qu'on est allé chercher la vraie version. Donc on est allé passer l'adresse mémoire de S en paramètre. On a utilisé son adresse mémoire, on l'a déréférencé. Donc on est allé manipuler non une copie, mais la vraie version de S. On peut avoir le résultat qui est très similaire avec un pointeur, mais j'imagine que vous avez compris l'astuce ici. Pour finir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on initialise un pointeur, il faut s'assurer de le détruire tout de suite après. Donc si on déclare un pointeur A est égal à malloc size of int, donc un pointeur qui va pointer vers un entier, on l'alloue de l'espace mémoire. C'est très important de désallouer cet espace après avoir fini d'utiliser. Donc en fin de programme, tout ce qu'on a alloué dynamiquement doit éventuellement être désalloué. Pour faire une désallocation de mémoire, on utilise la fonction free. Et free, ça prend un void pointer. Void pointer, ça veut dire qu'il prend n'importe quel type de pointeur. Donc on peut lui passer le pointeur vers un entier, le pointeur vers un tableau, vers un caractère, qu'importe, une structure, ça va le désallouer. Pourquoi c'est important de désallouer la mémoire qu'on a allouée? C'est pour éviter les memory leaks, donc les fuites de mémoire. Les fuites de mémoire, éventuellement, ça peut faire soit crash le programme quand ça run depuis trop longtemps, soit et ainsi consommer toute la mémoire qui est disponible à l'application, ou bien ça peut être utilisé comme une vulnérabilité lors des attaques en cybersécurité. On va regarder les structures en C. Donc une structure, c'est, pour faire court, un regroupement d'attributs, de propriétés, qui vont former un tout ensemble. Donc si on déclare une structure, il faudrait commencer par le keyword struct. On va nommer notre structure humain. Un humain, en gros, c'est un regroupement de propriétés, pas vrai? On peut déclarer qu'un humain a un âge. Et on peut dire aussi qu'un humain possède un nom. Alright. Donc si on essaie de construire un humain après, on va faire struct humain est égal à scander. Il faudrait initialiser chaque attribut un par un. Non. Scander plutôt. Voilà. Donc on a notre type. Et ensuite, on déclare le nom de la variable. Je suis curieux de savoir si on déclare ça comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment dire struct, le nom de la struct, et ensuite le nom de la variable. Un peu comme si on déclarerait un int s est égal à 0. Ben, notre type, au lieu d'être un int, ça serait une struct d'humain. Donc c'est comme ça qu'on déclare une variable de type structure. Par la suite, si on veut initialiser chaque attribut qu'on a de scander, on va aller lui assigner un âge. On utilise l'opérateur point. On mettrait que c'est égal à un âge, c'est un numéro, donc on mettrait 22. Si on va aller lui assigner un nom, on lui passe une chaîne de caractères scander. Voyons voir si le tout a fonctionné. Si j'aimerais par exemple imprimer simplement son nom, je mettrais le pourcentage D pour les entiers. Scander point. Plutôt son âge, excusez-moi. Et là qu'on compile, ouais, on va voir. Voilà, il me dit 22 ans. Donc ça a bel et bien initialisé l'attribut qu'on voulait. Je vais clear mon terminal. Ok. Par la suite, si on voudrait manipuler notre structure à l'intérieur d'une fonction,
Par exemple, on veut fêter anniversaire. Si on veut fêter l'anniversaire de Skander, logiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est aller chercher la struct humain. On va l'appeler personne. Une personne. Prendre la personne, prendre son âge et simplement faire plus plus. Donc si on essaie de fêter son anniversaire, fêter anniversaire de Skander, cette fois-ci, on essaie de voir ce qui se passe après avoir fêté son anniversaire. Voyons voir si Skander il a pris un coup de vue ou pas. On va compiler et on exécute. On peut voir que Skander a toujours 22 ans. Donc on revient à notre problème de tout à l'heure. Même les structures, il faudra les passer par référence ou bien par pointeur pour aller chercher la vraie valeur de cette structure. Donc une solution à ça, ça serait tout simplement de déclarer, on revient dès le début là. Ce qu'on va faire, c'est aller déclarer un pointeur vers un humain. On va l'appeler Skander, encore une fois. On va faire notre malloc, et cette fois-ci malloc, ça va être le size of un instruct d'humain. Et ça reviendrait au fait d'aller additionner la taille de l'âge et la taille du nom. Donc le size of d'un humain, c'est basically la taille de tout ce qu'un humain contient additionné, sommé ensemble. Mais pour déclarer un pointeur vers un humain, il faut éventuellement allouer de la mémoire équivalente à la taille d'un humain. Donc voilà, on a notre pointeur vers Skander. Par contre, on lui a pas initialisé ses attributs. Donc, fêter son anniversaire comme ça marcherait pas. Si on essaye de lui initialiser des attributs tout d'abord, il faudrait aller chercher la flèche. Donc quand on manipule un pointeur vers une structure, ce n'est plus le point. Comme même si j'essaie de mettre le point, ça me met une flèche. Il faut utiliser la notation de flèche vu que c'est un pointeur. Et la flèche, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient déréférencer Skander. C'est l'équivalent de venir faire Skander comme ça. Mettre un point, un astérix, excusez-moi, faire le point comme ça, et ça le fait, genre, basically, il y aurait eu un point. Ça va chercher la vraie adresse, la vraie valeur à cette adresse-là, ça accède à ce qu'on voulait faire, à l'attribut qu'on voulait, et ensuite on peut faire les manipulations. Par contre, quand il s'agit d'un pointeur, on peut faire directement la flèche pour aller déréférencer le pointeur et accéder à l'attribut cherché. Donc si on lui initialise son âge à 22 ans, Skander nom est égal à Skander, une nouvelle fois. Et là quand printf pourcentage d Skander déréférence accède à l'attribut âge, on compile. Comme on peut voir, on a encore 22. Rendu là, si on voudrait fêter son anniversaire, cette fois-ci, en utilisant un pointeur. Est-ce que ça réglerait notre solution de tout à l'heure? Donc, on utilise maintenant la notation de pointeur. Je vais garder ça comme ça, juste pour vous montrer quel type d'erreur ça peut vous faire. Ça vous dit personne... Ok, ils disent expression must have struct or union type, but it's struct humain pointer. Ouais. En gros, il te dit, je peux pas utiliser l'opérateur point tant que ça soit pas une struct. Et ils ont raison, parce qu'on n'a pas une struct, on a un pointeur vers une struct. Donc, on utilise la flèche. Donc maintenant, voyons voir si, en fêtant son anniversaire, on aura toujours le même résultat. Ok. On exécute. Voilà, maintenant on a 23. Ça vient du fait qu'en utilisant un pointeur, on est allé chercher la vraie adresse en mémoire
où étaient stockés les attributs qu'on voulait. On est allé l'incrémenter, la vraie référence et non une copie. Et la manipulation a pu se faire comme on le voulait. Donc ça conclut cette capsule sur le C. Laissez-moi les gars du feedback là si ça vous a intéressé. Si vous avez besoin d'autres explications par rapport au C, je suis toujours disponible sur Discord. Écrivez-moi là puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ciao.